C'était une voix d'homme, menaçante, et qui se met à nous expliquer que des humains comme nous, elle en avait tué plein, et qu'elle allait nous tuer. Alors j'ai dit surtout à la famille, j'ai dit n'en parlez à personne. Faut pas que votre gamin puisse être identifié. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir lui mettre la main dessus. Ah oui. Ben oui, des gens comme ça, ils s'en cherchaient. Par qui? Des gouvernements? Voilà. Des entités un peu spéciales qui recherchent des gens particulièrement doués. Et donc, elle nous explique un soir, elle était en confiance, qu'elle est passeuse d'âme et qu'elle vient justement de tirer un templier des limbes. Templier. Donc les templiers, c'est il y a 4 ou 5 siècles, tu vois. Et donc, elle a tiré des limbes et elle l'a amené jusque dans la lumière. Elle est quand même assez ouverte à pas mal de choses. Bon, je dis au type, alors il faut que je fasse attention à ne pas donner son prénom. Je dis voilà, allez, on commence. Sens ton coude. Voilà, tu sens ton coude, tu ressens ton coude, tu le sens. Regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est marrant les trucs, la lumière bleue fait une grosse bosse ici. Ok, maintenant sens ta main. Qu'est-ce qui se passe? Regarde la lumière. Ah, bah c'est marrant, la bosse, elle se déplace, elle va par là. Je dis maintenant, tu fais pareil de l'autre côté, tu la déplaces ce truc, regarde, 100. Ah, mais oui, ça suivait. Je dis, bah, t'as compris maintenant comment ça marche? Là où tu portes ton attention, ça va l'énergie, tout de suite. Et oui, j'ai compris. Et il commence à s'amuser, tu vois. Mais 1 minute de cours. 1 minute. Ouais, facile. Alors, je te raconte l'anecdote, tu vas voir. Donc, voilà, 1 minute de cours sur 1 heure de chocolat original. Et donc, le gamin, 12 ans, il repart de chez moi. Et bon, je ne vais pas donner le prénom de la maman. Elle m'appelle au début du voyage sur son téléphone de voiture. Elle me dit alors, ça s'est passé comment avec lui et tout ça. Je dis bah, il te le dira. Hein, voilà. Et donc, elle raccroche. Et c'est elle qui me l'a raconté après. Et la fille, elle est très branchée énergie. Hein, et c'est loin d'être une conne. Hein. Elle est intellectuellement de très bon niveau, etc. Et il lui dit alors, ça s'est passé comment avec Marc? Et le gamin lui répond à 12 ans tu n'es pas en mesure de comprendre. Je te jure. Carrément. Et tu sais quoi? Il avait raison. Il avait raison. Voilà. Donc le gamin à 12 ans, il a compris très vite ce qui était évident à comprendre, parce qu'il avait besoin de comprendre certaines choses. Il voit les entités énergétiques, etc. Il fait aussi des déplacements transdimensionnels, carrément. Et une fois, il a emporté toute sa famille avec. Mais non. Ouais, non, mais... Alors j'ai dit surtout à la famille, j'ai dit n'en parlez à personne. Faut pas que votre gamin puisse être identifié. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir lui mettre la main dessus. Ah oui? Ben oui. Des gens comme ça, ils s'en cherchaient. Par qui? Des gouvernements? Voilà. Des entités un peu spéciales qui recherchent des gens particulièrement doués. Donc pas des gens, pas des humains? Si, des humains. Si? Ah oui? Par contre, ces êtres-là sont repérés par les civilisations non terrestres. Donc, je dis, vous faites attention, n'en parlez à personne. Voilà. Déjà, c'est trop que vous m'en ayez parlé. Alors, le gamin, il fait des trucs. Hein. Je t'ai donné un exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Parce qu'on on connaît tous le projet Stargate aux USA. Oui, voilà. Oui, il y a encore des projets aujourd'hui comme ça où on recrute des gens complètement, avec des... le projet Stargate, c'était des espions psychiques. D'après la CIA, ils ont reconnu que ce projet avait existé et qu'ils l'ont arrêté. Moi, j'ai rencontré McMonagall, qui faisait partie de l'équipe. Hein. J'ai rencontré en direct. Hein. Je n'ai pas vu un truc sur Internet ou lu un bouquin. J'ai rencontré McMonagall. Il était là, à cette distance-là, et on s'est parlé. Okay et bon, je n'étais pas tout seul, mais il nous a dit oui, bien sûr. Ouais. Mais McMonagall nous a dit mais les projets continuent. Ah oui. Bien sûr, ils n'ont pas du tout arrêté. Qui continuent d'entraîner des gens mais à bien vision sûr. à distance. Mais bien sûr, les Russes font dans pareil. un cadre militaire. Ouais. Les Russes font pareil. Et il y a quelque part en France aussi un groupe qui s'intéresse à ça. Ok. Bien sûr. Pour le coup, il n'y a que les gens qui ont les aptitudes psy qui le savent. Alors, tu as évoqué les entités. Quand tu sors de ton corps, tu le racontes dans tes livres, tu fais des rencontres. Oui. Il y a plusieurs types de rencontres que tu peux faire. Il y a une infinité. C'est bien que ça. Mais, c'est la surprise à chaque fois. C'est vrai? Ouais. Je crois que le mot surprise, étonnement, c'est ce qui est majeur. C'est-à-dire que ce que tu crois savoir est déconstruit par ton voyage suivant. Donc on a des gens comme toi et moi qui dorment, c'est ça? Tu t'en parlais tout à l'heure hors caméra.
Ouais. Donc, bon, tu dis que ces gens, c'est pas forcément les plus intéressants. Parce qu'on sont n'arrive pas à conscients. échanger avec eux. C'est ce que j'appelle les dormeurs. De toute façon, vous n'avez qu'à voyager hors de corps, vous allez voir ce que c'est que les dormeurs. J'invente rien, vous allez voir. Hein. Donc eux, en fait, ils sont hors du corps, mais ils le savent pas. Ils sont en train de rêver. Ouais, ils sont en train de rêver. Mm. Ouais. Alors, ils ont soit une bulle de rêve, mais c'est assez peu fréquent, mais ça arrive. D'accord. Soit ils sont là, ils se trimballent dans la rue, ou près de chez eux, ou dans leur chambre. On les récupère dans leur chambre. Il y a un exemple d'un ouragan à New York. Oui. Hein, voilà. Donc, je suis encore une fois très précis. Hein. Je suis très précis. Dans lequel je trouve cette petite chambre au bout du couloir au niveau des entrepôts. Et je découvre un couple d'Asiatiques dormant physiquement dans le lit avec le mec en dehors du corps, en train de me parler d'un carton de gants qu'un fournisseur lui a livré, qui ne sait pas quoi en foutre parce que c'est trop petite taille. Le mec, il me parle de ça, il rêve. Donc, je regarde à travers le mur, je vois le carton ouvert, et je dis, oui, bon, c'est des gants colorés, des petits gants de rien du tout. Il me dit, on va jamais pour rendre ça. Ça va, on n'a pas les clientèles pour ça. Et il me prend pour son patron. Donc, plutôt de se foutre, pour une fois, se foutre de sa gueule, je me dis, bon, je vais essayer de le rassurer, lui dire qu'on finira par le vendre et que c'est pas grave, qu'il a ouvert le carton, qu'on va le mettre en rayon et que ça va aller, quoi. Et tu vois, voilà. De temps en temps, on a des échanges comme ça. Le mec, il m'a pris pour son boss. Et tu rencontres aussi parfois des personnes défuntes. Oui, c'est ce qu'on voit. Alors, on voit dans les villes, par exemple, humaines terrestres, ce qu'on voit principalement. Alors, défuntes, ça fait vraiment bizarre de parler de ça. Moi, le terme, ça, elles sont plus vivantes que toi et moi en ce moment. Bon. Mais il y en a qui restent scotchées là où elles sont. Elles sont attachées à la ville, elles sont attachées aux gens qu'elles ont connus, à leur maison, à Dieu sait quoi. Hein, et elles traînent dans le coin. Et quand tu les regardes avec tes capacités astrales, elles sont presque avec la même apparence que les gens qui sont incarnés. Alors, bon, avec l'expérience, tu les différencies. Mais c'est pas évident. C'est pour un voyageur débutant, il va peut-être les mélanger la première fois. Il va pas faire attention. Donc, les deux populations sont mêlées. Mais tu en as toujours. Alors, dès que tu es dans une grande ville, tu as des gens. Alors, il y a beaucoup d'anciens drogués parce que ça les maintient dans le monde physique. Leur pratique, leur abus de drogue, alcooliques, obsédés sexuels, criminels. Ah oui. Ouais. Comment ça se fait que ce type de population reste? Parce que c'est pas le chemin normal de quelqu'un qui meurt. On est d'accord. C'est pas le chemin standard. Parce que pour la plupart des gens, il ne faut pas se faire d'histoire. Ça se passe bien. Voilà. C'est-à-dire que les gens restent pas. Ils restent pas. Dès qu'ils se libèrent de leurs attachements, ils montent. Comme un ballon qu'on lâche. Okay. Et ils récupèrent la mémoire. Donc ça va aller tout de suite. Bon, évidemment, j'ai pas de statistiques, mais au doigt mouillé, comme ça, je dirais qu'il y a 90, 95, peut-être 98% pour qui il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas pour eux. On n'a pas besoin de passeur d'âme. On n'a pas besoin de passeur d'âme. Ça, c'est je raconte, je crois, dans Ouragan, l'histoire d'une passeuse d'âme. Hein. J'interromps un instant cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le petit pouce levé qui se trouve sous la vidéo. C'est pas grand-chose, mais ça nous aide à faire connaître nos contenus auprès d'un plus large public. Voilà, merci beaucoup pour votre aide et maintenant, reprenons notre vidéo. Ouais. Alors, tu veux que je fasse cette parenthèse maintenant? Oui, vas-y, je t'en prie. Quelqu'un qu'on a connu, et il y a des gens qui étaient là, qui assistaient à ça, assez connu à Paris, qui fait partie des médiums rattachés à Allan Kardec. Je vais essayer de faire la version courte. On la voit, j'allais régulièrement à Paris à cette époque-là. Et elle finit. La première fois qu'elle me voit, elle me dit il y a un tas d'entités qui disent que c'est bien ce que tu fais et tout ça, vas-y, continue, etc. Voilà, elle commence à me courir après. Et il va me flagorner. Donc je lui dis tu veux leur répondre Elle dit oui, je leur dis quoi? Je lui dis-leur, mais alors toutes et tous, des entités, d'aller se faire mettre. Sauf que le terme était un peu plus fort, qu'on utilise à Marseille. Voilà. Mais toutes. Alors, choqué sur le coup, et donc elle répond ça aux entités, et une partie des entités lui dit, parce qu'ils sont malins, elle répond, mais Marc a raison, Marc a raison, Marc a raison. Voilà, tu vois, ça a commencé comme ça. Et donc elle nous explique qu'elle est passeuse d'âme, entre autres choses. Mais cette fille est impressionnante, c'est-à-dire que tu vas la consulter, elle va te raconter ton histoire familiale. Elle te connaît ni d'avenir, parce que l'entité énergétique qui la contrôle, elle lit dans ton champ d'énergie, donc elle connaît tout. Elle connaît ton nom, ton prénom, même ton numéro de sécurité sociale. S'ils le veulent, ils vont le trouver. Hein. Donc c'est ça qui est impressionnant. Mais c'est l'entité n'acquiert son pouvoir que par le médium et parce qu'elle est capable de... Et pour une entité énergétique, la connaissance du présent et même du passé est très facile. Et même du futur proche.
Donc voilà. Donc les médiums ne se relient pas forcément avec nos proches décédés, mais Je parfois, pense que c'est plutôt l'exception. ouais, c'est plutôt des entités. Ouais, alors donc je te raconte l'histoire, Oui, mais que pardon. j'ai racontée dans le bouquin. C'est du vécu, et ceux qui étaient Mhm. là, ils étaient en petit nombre, l'attestent. Et donc elle nous explique un soir, elle était en confiance, qu'elle est passeuse d'âme et qu'elle vient justement de tirer un templier des limbes. Templier. Donc les templiers, c'est il y a 4 ou 5 siècles, tu vois. Et donc elle a tiré des limbes et elle l'a amené jusque dans la lumière. Le coup classique de je te passe les âmes. Donc moi, curieux, je n'étais pas le seul à être curieux, je dis, explique-nous un peu plus comment ça s'est passé cette affaire-là. Hein, parce que c'est bon, une explication comme ça, on a envie des détails. Mhm. Dis-nous comment ça s'est passé. Et là, elle commence à nous lâcher des trucs. C'est la stricte vérité. Pour arriver à ça, le Templier m'a demandé d'aller dans toutes les églises de Paris, il y en a un paquet, et dès l'instant où je franchissais la porte, d'aller jusqu'à l'hôtel à genoux. Elle a fait ça dans toutes les églises. Ouais. Alors, on fait ça dans des dizaines d'églises. Et là, elle commence à nous raconter ça. Et là, je me dis, mais dis-moi, je ne sais plus son prénom. Je dis, mais tu crois pas que l'entité s'est foutue de ta gueule un petit peu quand même, hein? Bon, alors, et c'est la même personne, mais ce n'est pas ma seule expérience de ce genre-là. Je raconte un soir au Novotel de Paris-Gare de Lyon, c'est cette même personne, hein, tu as lu ce passage-là, Mhm. hein? On était 4, elle était à ma gauche, il y avait 2 types. En face, il y avait David et il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, ça va me revenir. Et elle commence à nous déballer tous les bouquins qu'elle remplit sous écriture, enfin les cahiers en écriture automatique. Mais c'était hyper bien calligraphié, avec des couleurs dans tous les sens. Et c'était très propre. Il y avait je ne sais pas combien de cahiers. Incompréhensible, ces signes-là. Donc, oui, Renaud, il s'appelait. Renaud. Et Renaud, il commence à se sentir malaise, il commence à pouffer de rire. Parce que c'est des cahiers entiers, épais comme ça, quand même. Une Alors, écriture qui n'est pas lisible. non, enfin, c'est lisible, mais tu demandes ce que c'est comme écriture. Mhm. C'est signe kabbalistique. Ouais. J'ai jamais vu d'écriture comme ça. Il y en a des pages et des pages, et puis elle peut même pas expliquer ce que c'est. Mais elle fait ça par écriture automatique. Donc, cette médium, je répète, connue à Paris, hein, et influente, c'est-à-dire qui a des démonstrations de réalité. Hein. Bon, voilà. Et donc, David était devant elle, et il y avait Renaud devant moi. Et je vois qu'elle en conçoit, on dirait de la colère, qu'elle rentre, qu'elle veut... Alors moi, je suis plutôt respectueux. Je sais pas, parce que je suis sympa par nature. Pas du tout, je prétends pas ça. Je lui dis, elle nous présente, c'est des trucs intimes quand même, qu'elle présente pas à tout le monde. Minimum, c'est qu'on se fout pas de sa gueule et qu'on regarde ça avec attention. Ça paraît logique. Après, on peut interpréter les choses comme on veut, mais parce que moi, je ne cesse de lui répéter qu'elle était sous influence quand même. Mais sans l'accuser. Je leur dire, écoute, c'est comme ça. Voilà, t'es sous influence, machin. Et à ce moment-là, je le raconte, ça s'est passé exactement comme je vais l'expliquer. Je sens comme un trou noir à côté de moi, c'est-à-dire à l'endroit où elle était, et toute mon énergie se déverse. Mais comme si vraiment une chute d'eau, tu vois. Donc je coupe le flux tout de suite. Je sais faire, hein, je sais faire depuis ma naissance. Et je me dis, oh pétard, il va se passer quelque chose. Si une entité a eu besoin d'autant d'énergie, il va se passer quelque chose. Elle se lève. Elle se met debout. Sa voix change complètement. C'était une voix d'homme, menaçante, et qui se met à nous expliquer que des humains comme nous, elle en avait tué plein, et qu'elle allait nous tuer. Elle se met à marcher dans le hall du Novotel. Il y avait une porte avant, une porte arrière, et à faire des allers-retours. Il était minuit, hein. Et moi, pendant ce moment-là, je me suis dit, pourvu que le gardien de nuit ne voit rien. Parce que si jamais il voit ça, c'est fini, je ne pourrai jamais plus faire de réunion dans cet hôtel-là. Et elle marchait, elle faisait des bonds, mais c'était des pas. Je ne sais pas comment t'expliquer. Comment on peut faire des pas de 3 mètres, par exemple, quelque chose comme ça, tu vois. Elle ne faisait même pas d'efforts, mais elle faisait des grands pas sans faire de bonds. Et elle déambule, elle fait plusieurs comme ça, allers-retours entre la porte du côté de la place et l'autre place, avec sa voix qui nous dit qu'elle va nous tuer. Alors là, Renaud, il rigole plus du tout. Hein. Je peux te dire. Elle finit par partir par la porte qui donne sur la rue derrière, et elle disparaît. Elle était sous possession démoniaque. Avec une force dans les jambes, là, pour le coup, et une voix, elle a été métamorphosée. Et cette personne-là prétend travailler au nom de la lumière. Mais ils sont très nombreux comme ça. Elle nous a fait la démonstration
Les gens qui étaient là, on était 3. Hein. Il y avait moi et 2 autres personnes. S'ils entendent ce truc-là, ils vont s'en souvenir. Hein. Et c'est pas la seule fois où j'ai assisté à ça. Donc la médiumnité, souvent, c'est malheureusement la collaboration avec les forces démoniaques. Donc les démons, ils existent bien. Ah bah bien sûr. Ouais, c'est pas Bien sûr. juste... Donc je te raconte cette expérience-là, je crois que je l'ai mis dans le livre, Mhm. mais il y en a eu d'autres. Et c'est pour ça que moi, je recommande, je vais de manière un peu courte, de ne pas se fier du tout à la médiumnité. Parce que la plupart des médiums, quand je dis la plupart des médiums, je peux donner un chiffre à la hache. Parce qu'évidemment que je n'ai pas consulté, je ne suis pas expert en médium, puis je sais pas quoi, j'ai aucune mission spéciale par rapport à ça. Mais j'ai constaté que ces gens-là ne savent pas qui leur parle. Ils font pas la différence finalement, si c'est une entité, un défunt. Par nature, les entités les plus puissantes démoniaques sont capables de se déguiser. Pour la plupart des médiums, ils se font promener. Et puis ça arrange, je parle du niveau de responsabilité aussi, il y a aussi un développement, on va dire, juridique de la chose. Je pense que ça les arrange d'avoir du pouvoir. Donc cet arrangement avec les forces obscures qu'on retrouve dans le satanisme arrange, entre guillemets, croit. L'individu qui en bénéficie croit être arrangé. En fait, il est perdant sur toute la ligne, mais il ne le sait pas. Donc cet arrangement transitoire va donner un désastre pour la personne qui héberge le parasite, qui lui permet de se manifester, ou l'entité démoniaque, et il va le payer extrêmement cher tout au long de sa vie, en particulier après sa mort biologique. Voilà. Donc c'est quoi? C'est une forme de parasitage? Le démon s'accroche ou rentre dans la personne? J'explique qu'il y a différents types de parasites. Il y a des parasites opportunistes qui sont sur la surface du champ d'énergie, sur la couche primaire. Celle qui est en bleu, tu sais, voilà, c'est la couche primaire. Mais après, il y a d'autres couches de champ d'énergie. Mais il se pose sur la couche primaire, ça se voit. Voilà. Il se colle là-dessus, un peu comme des sangsues ou des espèces de pieuvres. Bon, voilà. Ceux-là, les énergéticiens peuvent les tirer et s'en débarrasser. Il y en a d'autres qui vont faire une espèce d'enracinement dans le corps biologique à partir de la surface, mais ils restent à l'extérieur, mais ils s'enracinent. Tu vois, un peu comme un tic. Donc c'est comparable à ça. Et il y en a d'autres carrément qui réussissent à passer la barrière de la couche primaire et à s'intégrer à l'intérieur du corps biologique. Généralement, c'est des entités extrêmement puissantes qui restent soit la totalité de la vie du corps biologique, soit une grande partie. Et généralement, ce sont des entités démoniaques qui prennent le contrôle de l'individu par moment ou de manière permanente. Et on a vraiment, en France, on a des exorcistes, et comme dans tous les pays, qui essaient de sortir, d'extirper ces entités-là en particulier. Ça, c'est une réalité. Donc, je donne des exemples précis dans le livre. Ce n'est pas du tout une légende, on va dire, une méconnaissance des peuples premiers. Tous les peuples premiers sont au courant de cette affaire-là. Ils ont tous des mécanismes pour sortir les esprits incorporés chez certains humains terrestres. Et une des choses que je développe dans Ouragan, c'est qu'une partie de ces entités démoniaques vont donner un très grand pouvoir d'influence aux humains terrestres, ce qu'on appelle le charisme, voilà, mais qui ne vient pas de la personne en elle-même, c'est-à-dire de l'entité humaine, mais du parasite qui est hébergé à l'intérieur de ça. Et donc je prends l'exemple d'Océane, qui a encore cette entité démoniaque à l'intérieur d'elle-même. On s'en débarrassera pas. Aujourd'hui. Ah ouais. Oui, j'en suis certain. En général, le parasite ne s'en va qu'à la destruction du corps biologique. Je donne l'exemple aussi d'une personne que j'ai appelée MK Ultra, qui m'avait contacté quand j'étais au Québec et qui se prétendait travailler au nom de la lumière, etc. Mais j'en ai un autre en ce moment dans le même genre dans les pattes. Oui. Des gens, tu sais, qui sont vraiment flingués, qui ont lu des livres sur la spiritualité, qui sont persuadés qu'ils ont tout compris à tout, mais en fait, qui sont possédés par des démons. Donc, je ne veux pas non plus nettoyer la planète entière. Je n'ai pas du tout vocation à ça. Pour le coup, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait un exemple avec ce type-là que j'ai cherché, que j'ai trouvé. Enfin, avec des gens qui m'ont aidé. Il faut être particulièrement vulnérable pour se retrouver dans Alors cette situation. Oui, il y a toujours des niveaux de vulnérabilité, mais il ne faut pas faire le malin avec ces entités-là. Elles sont vraiment puissantes. Donc, la proximité que j'ai eue avec Océane a fait que je commençais à être vulnérable. Donc, oula, ils sont très très forts. Il ne faut pas s'imaginer en face des entités de type démoniaque, qui sont des entités très puissantes, qui vont être plus forts qu'eux. Les exorcistes, je connais Père Gérard, par exemple, qui est exorciste, et Père Patrick, et Père Alan, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps. Ce sont des gens qui ont une grande connaissance, une connaissance objective de ces univers-là. Ils sont pas du tout... ils utilisent effectivement la foi chrétienne pour déloger les parasites, mais ils ont une grande connaissance objective de cette réalité-là. Et ils savent très bien que ce n'est pas de la tarte.
attaquer. Et il y a des moyens pour s'en protéger, pour éviter Oui, d'être parasité? Oui, bien sûr, il y a des moyens. Ouais. C'est quoi? Il faut avoir une bonne... Oui, une bonne hygiène de vie, une façon de penser aussi, parce que évidemment, ces gens-là s'attaquent aux structures énergétiques qui vibrent le plus bas. Voilà, c'est comme ça qu'ils font leurs ancrages. Si par nature, on a des vibrations plutôt élevées, pour eux, ça va être glissant. Tu vois, ils ne vont pas pouvoir s'accrocher. Bon, maintenant, il y a aussi des préparations et des plans de vie qui... alors, je sais, ça peut être étrange d'avoir un plan de vie dans lequel tu vas être envahi par un parasite ou une créature démoniaque, mais tous les scénarios d'incarnation sont possibles, et pourquoi pas. Donc, quand tu parles de plan de vie, tu veux dire avant qu'on s'incarne, on va décider tout ce qui va nous arriver dans notre vie. Pour l'essentiel, oui. Et notamment si on va être parasité ou pas. C'est manifestement un des scénarios que choisissent les humains terrestres de temps en temps. Et quel intérêt de faire ça? Il faut leur poser la question. C'est en tout cas, à mon avis, un apprentissage extrêmement intéressant. Mais il faut être un peu courageux. Mais ces gens-là le sont. Tu sais, ce que j'ai essayé de montrer, en tout cas avec Océane, c'est que la personnalité qu'elle a en ce moment, qui est telle que je décris, parce que j'ai rien inventé, tout ce que j'explique, c'est réel. Voilà. Et la personnalité, entre guillemets, qu'elle avait quand on était, elle et moi, indiens, à un moment de l'Inde, voilà, il y a quelques siècles, c'est pas si éloigné que ça dans le temps. C'est la même personne, mais avec une personnalité différente. On rejoint les discours entre les brahmanes et les bouddhistes. Sur la réincarnation. Oui, les bouddhistes voient ils sont arrivés à une espèce de conclusion qui dit qu'il n'y a pas de personne réelle. Parce qu'ils ont regardé la partie, on va dire, physico-énergétique, ils ont vu que c'était une construction, un assemblage. Et en ça, je partage totalement leur point de vue. Voilà. Donc, moi, j'ai essayé à un certain moment, j'étais plutôt jeune, de m'intéresser à ces questions-là. Pendant un moment, je me suis dit, par exemple, le bouddhisme raconte qu'il y a des vies antérieures. Moi, j'en suis à de mes vies passées, donc ça colle. Il parle d'un tout un tas de trucs qui collent avec mon expérience de tous les jours. Okay, donc, ça va aller, je vais commencer à me pencher là-dessus. Je me souviens, j'étais lycéen. Je tombais sur des bouquins de bouddhisme et puis j'ai vu des absurdités dans ces bouquins. Un jour, je tombais sur le Bardo Todol. Je me dis, mais quel ramassis de conneries. Je suis voyageur. Même un enfant de 5 ans, il apprend à se tirer de la capacité de créer, par exemple, par l'esprit. Ça prend très vite. Donc, c'est pas du tout une malédiction. Je dis, le mec qui a écrit le bouquin, c'est probablement un drogué. Très vite, je suis arrivé à cette conclusion-là. Je n'ai pas changé d'avis. Je pense que c'est des gens qui ont une expérience par les drogues. Ça, c'est une calamité, l'expérience par les drogues. C'est pas une bonne voie d'accès pour explorer. Je ne recommande pas du tout. Ah non. Voilà, j'ai fait même des shorts là-dessus en disant la drogue, jamais. Voilà. Sauf si vous êtes malade, si vous souffrez beaucoup, si vous êtes en fin de vie. Et il y a aussi des thérapies. Alors, je fais une parenthèse. Ce qu'on appelle les thérapies brèves aux États-Unis, dans d'autres pays où on utilise la psilocybine, par exemple. En Suisse aussi, ça se fait. Dans un cadre scientifique, avec une autorité éthique, parce qu'il faut bien une autorité, parce que si c'est tout le monde qui peut essayer le produit à n'importe quelle dose et n'importe comment, ça va être une catastrophe. Donc, aussi imparfaites que soient potentiellement les autorités, moi, ayant réfléchi à la question et puis ne voulant pas devenir expert non plus de la question, parce qu'en fait, au bout du compte, je m'en fiche, je suis franc, je pense qu'il faut une autorité scientifique, médicale, pour gérer cette affaire-là. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces populations, comme en Amazonie, qui utilisent des plantes depuis très très longtemps? Mais très bien. Sauf que maintenant, on fait de la surconsommation de ça. Et moi, on m'a rapporté, depuis que je m'appelle Mark O'Byrne, ça date d'il y a une dizaine d'années, on m'a rapporté quand même quantité d'événements où ça s'est très mal passé. Donc, qu'ils y aillent. Ça m'est égal qu'un mec devienne complètement fou ou alors amorphe pour des années, parce que ça arrive aussi. Ça devient un légume. Voilà, très bien, il a pris de la USK et ça devient un légume. Je me souviens, une des premières m'a signalé ça, c'était une jeune femme amoureuse de son mec. Ils sont allés faire ça, je ne sais plus où, en Amérique du Sud. Et elle m'écrit, elle me dit, ça y est, voilà, c'est un légume, il ne va plus travailler, il ne se lève plus de son lit. Qu'est-ce que je fais? Je pose la question à moi, je dis, partout en courant. Mais je l'aime. Je dis, reste. je te dis. Moi, j'ai pas de solution, je sais rien, moi, je suis pas médecin. Et visiblement, le résultat, c'est ça. Bon, très bien, ça arrive de temps en temps. Donc voilà, tu vois, les traditions. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les peuples premiers. J'utilise plutôt le terme de Jacques Chirac, dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il avait un véritable respect pour ces civilisations premières, parce que je pense qu'il y a une vraie connaissance. Alors, moi, j'ai la connaissance de pas mal de vies passées en détail. C'est pas, il me semble que, moi, dans mes vies passées, je peux t'en raconter pendant des semaines. Avec des détails très précis.
très précis dans tous les sens. Je vais te parler de ma vie en Mongolie, ça va durer des jours, par exemple. Eh ben, dans toutes ces civilisations premières, à partir du moment où il n'y a pas cette civilisation technologique qu'on connaît maintenant, il y a cette connaissance-là partout dans le monde. Mais malgré tout, on le sait, hein, en Mongolie ou en Amérique centrale, parce que j'ai été... on aurait pu me qualifier de chaman en Amérique centrale, mais je ne me prenais pas du tout pour un chaman, mais j'étais dans ces pratiques-là. Je courais dans un jungle avec mon pote. Et voilà, bon... il y a toujours des gens qui délirent complètement et qui sont des ratés, des chamans ratés. Il y en a toujours eu. Le mec, par exemple, il va utiliser des plantes. Alors, ça peut être la USK, mais dans d'autres civilisations, ça va être d'autres produits qu'on a découverts, soit de manière expérimentative, on va dire, la tradition nous a raconté que c'était ça, soit parce qu'on communique directement avec l'univers végétal par le champ d'énergie. Et donc, le champ d'énergie va nous dire... Le végétal va dire fais ça avec telle et telle plante, et ça va donner ça. Mais donc, on va ouvrir les portes des perceptions, j'utilise le terme de Huxley, avec ces méthodes-là, mais de temps en temps, c'est pas si rare que ça non plus, parce qu'on le savait, de temps en temps, il y a le chaman raté qui, lui, va devenir en fait un drogué. Voilà. Alors, il va se prétendre chaman, il n'y a pas de problème. Mais il devra se bourrer de pif régulièrement, des fois tous les jours, avec les plantes, pour garder un semblant de... Voilà. Pour moi, le chaman, il ouvre ses perceptions et après, il apprend le chemin tout seul et il y retourne. Tu vois, c'est une clé. Une fois que la porte est ouverte, il se débrouille. Mais s'il doit à chaque fois prendre sa dose de je ne sais pas quoi tout au long de sa vie, ça devient rapidement... Il brûle ses neurones et ça devient... il n'est plus dans son rôle, quoi. Ça devient un drogué. Je n'ai pas d'autre terme. Et on sait ce que ça donne. Alors, là aussi, je parle de sauts que j'ai fait dans le futur. J'avais écrit sur un bout de papier il y a une trentaine d'années. J'avais vu lors de voyages que les drogues de synthèse allaient se développer dans tous les sens et que ça allait envahir la planète. On va assister à ça dans les dizaines d'années qui arrivent. Il y aura de plus en plus de gens drogués avec des drogues de synthèse de plus en plus variées. C'est une catastrophe. Mais ça passera. C'est quoi? C'est l'idée de contrôler les gens ou de les mettre dans un état... Je sais même pas. Mais s'ils ne voulaient pas prendre ces produits, ils ne les prendraient pas. Donc, alors, il y a soit des gens qui veulent apaiser leur souffrance, je schématise peut-être que... Il y a aussi des gens qui veulent une espèce d'ouverture spirituelle et puis ils ont essayé dans tous les sens, ils sont arrivés à rien. Alors, ils se disent, si je veux avoir l'air de quelque chose, je vais au moins prendre des produits. Comme j'arrive à rien, au moins, j'aurai quelque chose à raconter. J'aurai des belles visions, je ne sais pas quoi. Et puis, il y a aussi des gens qui veulent augmenter leur capacité. Tu vois, ils sentent qui sont des singes incapables d'être au niveau correct, et ils vont prendre par exemple les stimulants comme la cocaïne ou les amphétamines. D'accord ? Et là, ils vont fonctionner, ils auront moins besoin de dormir, leur psychique va marcher plus vite, etc. Donc, on a affaire à des groupes d'handicapés différents, tu vois, mais de toute façon, il y a des dégâts neurologiques avec toutes les pratiques abusives. C'est pour ça que je parle, j'ai du respect, je répète, et je recommande les thérapies gérées par des autorités éthiques. Ils vont doser, par exemple. Ces gens-là vont doser. Ils vont préparer les gens. Ça ne va pas être je prends mon rail de cocaïne et puis on verra bien pour le coup d'après comment je vais faire. Ils préparent les gens, ils savent ce qu'ils font. Ils vont doser en fonction, je sais pas, de la réaction du patient à telle dose. Ils prennent des microdoses, puis ensuite ils adaptent ça, la dose, je sais pas, à la masse corporelle de la personne, etc. Alors que c'est pas sur un marché libre, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les gens, ils se disent oh, j'ai eu telle sensation, si j'en prends 3 grammes, maintenant je vais en prendre 10 grammes, on va bien voir ce qui se passe. Eh ben, ça va se développer. Et quelles sont les conséquences finalement? Parce que, qui veut ça? Tu me posais la question, je vais y répondre. Les parasites énergétiques. C'est eux qui poussent les gens à... C'est eux qui sont derrière le trafic de drogue. Parce que plus les gens utilisent des drogues, et en particulier les drogues récréatives, où les drogues sont censées améliorer plus les parasites vont pouvoir les contrôler. Donc c'est eux qui sont derrière ça, véritablement. Qu'est-ce qui les intéresse de se nourrir. Ces entités? Elles se nourrissent de nous? Oui, elles se nourrissent pas de nous, elles se nourrissent de ce le corps biologique humain, ce que j'explique dans Ouragan, c'est une usine de transformation de la matière epsilon. Donc, suivant l'état qu'on entretient dans le corps biologique, par exemple la haine, on va produire un certain type de miel. Et donc, on fait la même chose avec le règne végétal, nous. On va je sais pas, originellement, les pêches, c'était pas des grosses pêches comme ça. Donc, on va favoriser, on va mettre en culture
ce qui produit ce dont on a besoin. On est dans un système de prédation. Et du point de vue des parasites, si tu discutes avec eux, pourquoi pas, hein, tu peux dire, mais où est le mal? Moi, je me nourris de ça. T'es gentil, toi. Toi, tu vas manger du porc ou même des végétaux. Tu crois que les végétaux aiment être mangés par les humains terrestres? Mais, moi, j'ai un problème chaque fois que je coupe des végétaux. Hein. Ouais, sérieux, demande à Anne, tu vois. Et ça a des dizaines d'années que ça arrive, même si je coupe la pelouse. Hein. Ah oui. Je règle la note le soir. Voilà. Là, pareil. Hein. J'arrache une herbe dans le jardin, le soir, il y a règlement de compte. C'est-à-dire j'ai l'image de ce que j'ai fait avec le végétal qui me dit regarde ce que tu as fait. Ah oui. Ouais, j'ai rien demandé. Ça a commencé, je me souviens très bien quand ça a commencé, c'est il y a fiche trop longtemps, j'y peux rien. Et c'est pas pour ça que je vais arrêter de manger ce que j'ai. Il y a un moment, moi je dis, je négocie, je dis je mange quoi? Je laisse mon corps physique se désintégrer. Il y a pas longtemps, j'ai eu la visite des aviaires, je raconte ça aussi, il y a pas longtemps. Qui ça? Les aviaires. Je m'attendais pas du tout à ça. Ils m'ont dit, on en a marre qu'on mange nos œufs. Fécondés ou pas, on en a rien à foutre. Alors je raconte ça à Anne le matin, je dis, tu te demandes à Anne, depuis cette rencontre-là, je n'ai pas été capable d'acheter le moindre œuf. Avant, j'en achetais 2 boîtes par semaine. J'y arrive pas. Ils ont réussi à me polluer. Non, sérieusement, ils ont réussi à me... J'y arrive plus. Alors, voilà. Ils ont réussi à me contrôler par rapport à ça. C'est de l'information. Hein. Ils m'ont montré le tableau et je me dis, effectivement, je comprends votre point de vue. Voilà. Après, tu étais dans le rayon œuf de... Oh, non, je ne vais pas acheter ça quand même. Voilà, alors j'ai dit à Anne, après, j'espère ne pas avoir le représentant des choux-fleurs ou des brocolis. Hein. Après, c'est bon, je mange quoi, tu vois. Mais ça, c'est quoi? C'est aussi des entités? Oui, bien sûr. Donc, ils contrôlent nos comportements aussi? Tout est manifestation de la conscience. Voilà, tout. Dans l'état hors du corps ou même dans l'état dans le corps, si tu te connectes énergétiquement, tu vas te rendre compte que tout est à peu près au même niveau. Que l'être humain, alors c'est un truc qui te saute aux yeux, il s'est positionné artificiellement dans une espèce de pyramide dans laquelle il sera au sommet, et que c'est totalement faux. C'est totalement absurde. C'est une méconnaissance. Non seulement cette méconnaissance est vertigineuse, mais elle est grotesque. En fait, on n'est pas plus important qu'un bras d'herbe ou une fourmi. Je ne fais pas une leçon de morale. Hein. C'est une évidence qui saute aux yeux. Et je trouve qu'il est très fatigant de se prendre pour le sommet de la création. Non seulement c'est faux, mais c'est fatigant. Et puis j'imagine, même par rapport aux rencontres que tu as pu faire hors du corps, tu dois te dire que l'être humain, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut voir d'autres. Tu sais, malgré tout, tu subis ton environnement. Et je me souviens d'une fois, j'ai un truc que j'en pas vraiment raconté, je l'ai raconté à personne. Je rencontre hors du corps un type, on va dire un exogène. Je rentre dans le vaisseau, j'essaie de m'en empêcher, j'y arrive quand même. Pour le coup, ils m'ont repéré. Et puis, ces gens-là, ils voient, comme j'avais suffisamment de matière énergétique, ils me voient. Donc, je commence à rentrer en discussion. Et puis, je vois ce que l'autre, il a dans le crâne. C'est un humanoïde. Hein. Donc, je commence à lui donner une leçon d'éthique à la mode terrestre. Tu vois ? Genre, moi, j'en sais plus que toi. Tu vois ? Ce que font tous les humains terrestres. Ils se prennent vraiment pour le centre de la création. J'étais jeune, hein, mais au bout d'un moment, le type pénètre mon esprit directement, comme ça, et il m'envoie un paquet d'informations. Je me suis senti vraiment très con. Et il m'a fait comprendre que j'étais très con. Que moi, c'est comme si j'étais un gamin de 2 ans qui rentre dans une salle de physique avec des docteurs en physique élémentaire, bardés de diplômes, et je dis, j'en sais plus que vous, parce que je sais que 2 et 2 font 4. Je dis, mais tu te prends pour qui ? Tu t'adresses à des êtres quand ça fait 1 million de fois plus que toi, qui sont issus de civilisations de millions ou de dizaines ou de centaines de millions d'années, et tu arrives parce que tu as un corps humain terrestre qui dort, et tu donnes des leçons à toute la création, des leçons d'éthique, des leçons de morale, des leçons même scientifiques. Et, mais tu te prends pour qui ? Tu dis simplement, ferme ta gueule. Là, tu te rends compte que la seule chose que tu as à faire, c'est à te taire et à écouter. Ça, c'est ce qui t'a répondu ? Ah, mais c'est ce que tu comprends. Ah ouais. Parce qu'il m'a fait la démonstration que c'est ce qu'il fallait faire. Alors, Roro raconte ça. Je te parlais d'un type qui avait passé du temps avec les extraterrestres, Robert Lortal. Tu as peut-être entendu parler de lui. Et il assiste à une réunion galactique à un moment.
Je me retrouve tout à fait. Hein. J'ai connu Robert Lortal après, mais je te raconterai une anecdote si tu veux avec lui. Et 2 ou 3 même. Et donc, il assiste à une réunion galactique. On le met là, et qu'est-ce qu'on lui dit à Robert Lortal? Tu es là, tu ne bouges pas, et tu fermes ta bouche. Voilà. Tu te tais. Parce que quoi que tu dis, ça va être une connerie. T'as beau être gentil. Voilà. Mais les humains terrestres, ils la ramènent toujours de la même façon. Tu sais, du style, je sais tout, j'ai tout compris, puis je vais donner des leçons de spiritualité. Parce que moi, je suis éveillé, conscient et tout ça. Mais tu es simplement un gros con en face d'eux. Mais vraiment, hein. Et tu le comprends assez vite. Donc, vraiment, la bonne solution, je donne des conseils pour ceux qui se retrouvent dans la situation. Ça va arriver à certains. Vous vous taisez, vous regardez, vous observez, vous écoutez, et puis c'est tout. Vous n'en savez pas plus qu'eux, vous en savez 1 million de fois moins. Donc c'est qui ces entités? Ces entités très anciennes. Tu dis elles ont des millions d'années. Alors, leur civilisation a des millions d'années, donc on va leur donner des leçons sur des trucs, mais c'est ridicule, quoi. Ils en savent beaucoup plus que nous, à tout point de vue. Donc, par exemple, on va leur dire, mais non, vous êtes en train de gérer la planète, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Mais je vais vous expliquer que vous y prenez vraiment très, très mal. Les mecs, ils ont créé des millions de civilisations similaires à la nôtre depuis des centaines de millions d'années. Donc, ils connaissent la musique, si tu veux. Mais en détail, hein. Donc, nous, on est là pour leur expliquer, alors qu'on ne sait rien, qu'on n'a aucune expérience, qu'ils se gourrent complètement et que la manière... Parce qu'à notre petit microscope, on leur dirait microscope, on leur dirait, mais non, ça va pas, ça va pas. À votre place, je ferai les choses comme ça. Hein, j'interviendrai, par exemple, pour annuler la dette de la France. C'est un exemple. Hein, par exemple. J'éliminerai tous les méchants cons de la planète. Suivant le point de vue qu'on peut avoir. Bon, tu peux imaginer ce que tu veux. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tu vois, c'est grosso modo le message de ces gens-là. Bon, on vous laisse vous démerder tout seul. Vous devez apprendre les choses par vous-même. D'accord ? Et on va pas intervenir, sauf sur des choses qui sont fondamentales. Bon. Donc, qui mettent en péril l'humanité ou la Terre. Mais quelquefois, ils laissent faire. Hein. Il faut bien comprendre qu'ils ont laissé, ça ils te le disent aussi, hein, ils ont laissé des civilisations comparables à la civilisation humaine terrestre détruire totalement la biosphère de la planète. Quand ils décident de faire ça, bah, ils se barrent et la planète devient un désert, il n'y a plus rien, que des cailloux. Voilà. À ma connaissance, pour l'instant, c'est pas ce qu'ils ont décidé pour ici. Donc ils sont là, c'est eux qui ont créé l'humanité, c'est ça que tu disais? Alors une partie d'entre eux sont à l'origine de l'humanité, mais pas tous, loin de là. D'accord. Ouais. Donc il y a plusieurs. Oui, il y a plein de monde. Okay. Alors, il y a une grosse population. Comment ils ont créé l'humain et comment pourquoi par génie génétique. Donc avec des croisements. Ils ont bricolé un singe terrestre. C'est ça. Bah, le singe était adapté. Il y a un type qui en parle très bien, qui a quitté ce monde, mais que j'ai rencontré, qui s'appelle Robert Dean. Tu as entendu parler de Robert Dean? Je raconte dans 0,01% comment j'ai rencontré Robert Dean. J'ai rien inventé, hein, c'est pareil. Voilà. Il raconte très cash ce qu'il a appris. Voilà. Donc il faut écouter Robert Dean. Il a surtout fait des vidéos. Bob Dean pour les intimes. Donc l'humanité a été créée par génie génétique. On a pris un humanoïde, presque humanoïde, un singe, et on l'a modifié. Alors à la base, il était déjà adapté à la planète, hein, l'atmosphère, la gravité, etc. Donc on l'a modifié et ils ont fait ça des millions de fois. Mais quel intérêt de faire ça pour eux? Ça les amuse. Mais quel intérêt, toi, à vouloir faire des orchidées ou à élever des races de chiens? Il y a une petite partie des populations galactiques, je dis bien une petite partie, c'est loin de la totalité, que ça intéresse. Et il y en a plein d'autres qui font autre chose. C'est ça, on attend, l'humain terrestre, il a tendance à généraliser, à se dire, tiens, il y a ça, donc c'est partout pareil. Mais non, il y a plein d'êtres, on va dire des civilisations avancées, qui se promènent là, qui ne vont pas vouloir intervenir et qui se fichent de faire de la génétique. Il y en a plein. On est une plante en pot ou un poisson dans un bocal pour eux. Non, on n'est pas ça, parce que on habite un corps biologique, mais c'est pas nous. Moi, j'arrête pas de répéter ça. Alors, j'ai expliqué que j'ai été, entre guillemets, sur une planète dans laquelle la race la plus évoluée, c'est, d'un point de vue d'un tout un tas de critères, c'est des espèces de reptiliens. Alors, bon, il faut prendre des risques quand même. Hein. T'imagines un peu? Quand je raconte un truc comme ça, sachant la totale ignorance des réalités cosmiques de la population terrestre, qui s'imagine que les reptiliens sont des salopards qui veulent posséder la Terre, qui même peut-être la possèdent déjà. Alors que c'est pas du tout ça.
Moi, les reptiliens dans lesquels j'étais il y a, on va dire, 40 000 ans, s'ils voulaient conquérir la planète, ça leur prendrait une grosse difficulté, d'après toi? Il leur faudrait quoi? Quelques minutes? Et tout serait réglé. Hein. Bon, on va pas faire ça. Mais on n'est pas du tout dans... L'humain terrestre, il réagit que par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on a affaire à quoi, pour l'instant? Je reviendrai sur Robert Lortal après. On a affaire à une bande de singes, regarde ce qui se passe, hein, qui se font la guerre, qui se tuent par millions, avec des leaders qui ne cessent de mentir et de manipuler la population, quels qu'ils soient. Des leaders scientifiques, des leaders politiques, des leaders militaires, des leaders religieux. Je sais pas, bon, je te demande pas ton avis, mais je donne le mien. On n'a que ça. C'est ce qui est un contre-exemple. Il n'y a pas des masses. Hein. Et vas-y, je t'en massacre autant ici et autant là. Et puis, j'ai n'importe quoi, 50 millions de morts au cours de la dernière guerre mondiale. Combien la prochaine? Voilà. Donc, bon, voilà. On est sur ce modèle-là. OK. Il laisse faire. Et puis, grosso modo, ils ne sont pas surpris. Parce que ce qui nous arrive à nous, ils en ont l'habitude. Il va falloir qu'on piche tout seul. Par exemple, que les individus ne progressent qu'avec la collectivité. C'est-à-dire que plus on donne de connaissances et de bien-être à une collectivité, plus les individus, quels qu'ils soient, grandissent et évoluent. L'humanité terrestre, actuellement, ne l'a pas compris. C'est pour ça qu'il y a des guerres de conquête, parce qu'au-delà des histoires religieuses, des histoires de principe ou de démocratie, ce que tu veux, on cherche surtout à piquer les ressources de l'autre, sachant que la Terre ne nous appartient pas. Hein, c'est l'humain terrestre, il pense que quand il est posé quelque part, alors il revendique l'antériorité. Mais je suis posé quelque part depuis, on va dire, 10 siècles, 20 siècles, 30 siècles, 11 millions d'années, donc c'est à moi. Mais pas du tout, c'est le contraire. C'est pas l'être humain qui possède la planète, c'est la planète qui possède l'être humain. L'être humain terrestre dans son corps biologique est un élément de la planète. La planète, c'est une entité vivante? Oui. Ouais. Ouais, c'est une entité consciente. Ouais. Bon, ça, c'est une évidence. Ouais, ça, je pense, là, pour le coup, les chamans ont bien compris. Oui, c'est parfaitement perceptible pour les gens. Mais carrément, c'est une évidence. Donc, oui, c'est... Et c'est une jolie planète. Je fais une parenthèse. Il y en a des très, 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 très belles ailleurs. Voilà. Donc, c'est pas le centre de la création du tout. Alors, si tu veux, je reviens sur Robert Lortal. Oui. Tu avais promis au moins une anecdote. Ouais, je vais t'en raconter deux. Dont une qui va être en rapport avec les sujets, peut-être qu'on va développer après. Moi, je ne connaissais pas du tout, parce que je ne m'intéresse pas à ces trucs-là. Je m'intéresse qu'à l'expérience des Puis, j'étais en train d'écrire le premier livre, et mon éditeur, Christelle Sauval, me dit, tiens, il y a une réunion, c'était en 2012, dans lequel il y a Robert Lortal qui est là, qui s'est affiché il n'y a pas longtemps, qui s'est révélé il n'y a pas longtemps, au cours d'une conférence sur le phénomène OVNI. Et il est intéressant d'après moi, etc. Et moi, j'habitais à l'époque à Aix-en-Provence, ça se passait à Toulon. Je dis, tiens, bon, allez, pourquoi pas, je vais aller voir ça. Je m'étais déjà, à l'époque, j'habitais à Aix-en-Provence, j'étais allé au cercle ufologique. Je m'étais enfui en courant. Alors, je peux raconter l'anecdote aussi au passage. Je m'étais enfui en courant, le jour, au bout de 2-3 réunions, il y a un mec qui nous a fait un cours sur le champ d'énergie et l'aura. Il commence à nous expliquer que le champ d'énergie était, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche, il était bleu d'un côté et jaune de l'autre. Je dis, vous tirez ça d'où? Oui. Moi, j'ai pris mes clics et mes claques, je me suis barré, je ne suis jamais revenu. Tu tires à des gens comme ça. Allez, vas-y, jaune à gauche, bleu à droite, ou l'inverse, je ne sais plus. Je me suis barré. Bon, bref. Donc là, j'imagine que tu y vas. Oui, j'y vais en me disant, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, moi, j'y vais quand même, parce que j'aime bien rencontrer les gens, l'air de rien. Et je vois ce monsieur, de type, on va dire, agriculteur, terrestre, plutôt mal à l'aise en public. Il était apparu sur les réseaux sociaux depuis peu. Et c'était un garçon, j'apprends, je pose des questions, qui a un très faible niveau d'études par rapport à nos critères. Je crois qu'il n'a pas passé son certificat d'études à l'époque où ça existait. Hein, voilà. C'était le premier niveau d'éducation, on va dire, en France. Et je me dis, tiens, j'ai bien envie d'aller lui parler. Et j'y arrive pas.
Et parce qu'il était très entouré, et puis il y avait des gens hyper qualifiés qui lui posaient plein de questions, etc. Moi, j'y arrive pas. Puis au moment du déjeuner, on était dans un restaurant de base, on va dire, avec des tables en formica, littéralement. Et je dis à ma compagne de l'époque, je lui dis, tiens, je vais aller essayer de le brancher. Mais il y avait tellement de monde autour de lui, je lui dis, je ne pouvais même pas passer entre les chaises. Donc j'y vais à quatre pattes. Je t'explique le truc. Je vais vraiment à quatre pattes pour passer sous les tables. Et j'apparais à côté de Roro. C'est comme ça que... Et il me voit surgir comme ça à sa gauche. Il voit une tête apparaître. Et je lui pose une question directe. Impossible de préparer cette question. Il n'a pas pu préparer. Et je lui dis, Roro, d'où vient la pensée? Cette question-là, précisément. Roro, d'où vient la pensée? Il est là, il est en train de déjeuner. Il me regarde, je lui balance ça. Et il me répond du tac au tac. Du tac au tac. Hein. Il me dit, certainement pas du cerveau. Putain, je retourne à ma chaise, je suis à demi. Je dis, oh là, il y a quelqu'un. Là. Il n'a pas préparé, il est au courant de ça. Le mec, c'est un gars de la campagne, tu vois. Bon, le mec, il me répond il n'a pas eu le temps de préparer. Il sait très mal s'exprimer, il n'est pas à l'aise en public. Il m'a répondu du tac au tac. Il sait ça. Il est au courant de ça. Je reviens, je dis, ouf. Tu vois, respectable. Maintenant, je te raconte une autre anecdote. Ça, c'est la première rencontre. Oui, ça, c'était... bon, bref. On était, je crois, vers 2012 ou 2013. Et je fais un voyageur du corps dans lequel je file, je monte tout droit. Je vois la planète qui, par parenthèse, n'est pas plate. Je vais peut-être décevoir certains lecteurs. lecteurs. Le préciser. Mais pas du tout. C'est une boule qui est très jolie, voilà. Même s'il y en a d'autres qui sont jolies, mais c'est une boule. Hein, c'est pas une pomme de terre, c'est une boule. Moi, il m'arrive de temps en temps de faire le voyageur du corps en me disant je vais décoller lentement, mais très lentement. Alors, très lentement, c'est 10 km par seconde. Hein. Et puis, je vais bien regarder. Mais non, à chaque fois, c'est une boule. Bon, voilà. Et c'est pas ce que j'imagine être la réalité qu'est la réalité. Non, c'est pas ça du tout. C'est que les gens qui font pas de voyageur du corps qui s'imaginent ça. Bon, bref, je décolle et je file. Je passe à côté de la Lune. Et la Lune, s'il y a l'équivalent dans le corps astral, parce qu'en fait, tu vois dans toutes les directions en même temps, mais on va dire qu'elle était à ma droite. Et je vois derrière la Lune, c'est-à-dire dans la ligne Terre, Lune et autre chose, je vois deux gros balèzes, hein, deux vaisseaux exogènes. Mais alors, gigantesques. Cachés derrière la Lune, en fait. Ouais, voilà, qu'on ne peut pas voir de la Terre parce qu'ils sont dans l'alignement cachés derrière la Lune, sur deux orbites différentes. Mais des vaisseaux de centaines de kilomètres de longueur. Alors, de diamètre, il y en avait un qui était plutôt comme ça. Gigantesque. Tu vois, je dis, bon, alors, les gens ne vont pas croire ce que je raconte, hein. Mais je dis, bon, petit temps, c'est balèze, hein. Là, ils sont costauds en ce moment, là, il y a vraiment deux gros vaisseaux. Et je trace, je ne vais même pas voir, pardon. Ah, tu ne vas pas... même pas voir. Pas. J'en ai rien à faire. Parce que je suis au courant qu'ils sont là et qu'ils font des grands vaisseaux. Donc, pourquoi j'irais fouiner mon nez dans leurs affaires? J'ai envie de vivre ma vie et de filer dans la galaxie, longeant les nuages de gaz. Franchement, alors là, essayez les gars, il n'y a pas mieux. Hein. T'as pas de limite de vitesse. Mais c'est... on peut essayer de décrire ça, si tu veux, tout à l'heure. Mais bon, c'est l'ivresse, c'est la joie, c'est la liberté, c'est l'extase, c'est la découverte. J'ai pas envie d'aller me fourrer dans ces vaisseaux. Bon, bref, je raconte ça à un de mes amis. Bon, je reviens. Un de mes amis, il s'appelle Pierre. S'il entend ça, il va se reconnaître, il va se souvenir de l'histoire. C'est un garçon qui a un doctorat en psychologie, etc. Bon, c'est un garçon tout à fait respectable, qui est loin d'être un imbécile. On discute de ceci ou de cela. Il est très ouvert à ce que je raconte. Lui-même, il a des sensibilités énergétiques vraiment hors normes. Et je lui dis, comme ça, incidemment, dans la version, je dis, ah, dis donc, en ce moment, là, il y a deux très gros vaisseaux derrière la Lune. Mais vraiment des trucs balèzes, quoi, tu vois. Je lui lâche ça dans la conversation. Une banalité, en quelque sorte. Je lui donne l'information. J'ai vu ça, voilà, genre, il y a 3 jours. Bon. Et j'oublie le truc. Et il s'appelle Pierre. Il me rappelle quelques jours après. Et il me dit, j'ai enquêté sur ce que tu m'as dit. Je dis, ah bon, tu as enquêté sur quoi? Je dis, sur les gros vaisseaux que tu as vus derrière la Lune. Il me dit, vous êtes deux. Enfin, il y a 2 personnes qui disent la même chose que toi. Mais non. Attends. Et donc, je dis, ah bon? Donc, il y a un Belge. Il me cite le nom, je ne connaissais pas du tout. Il me dit, il y a Roro aussi qui dit la même chose que toi. Alors moi, je me gratte la tête. Je dis, mais comment il sait, Roro? Il dit qu'il n'a plus de contact avec
avec sa civilisation qu'il a invité machin. Et donc, je me creuse la tête, je me dis, mais comment il sait? Comment il sait ça? Il se fout de la gueule du monde, ça se trouve, il est toujours en relation avec ses invités. Et donc, je dis à Pierre, trouve-moi le numéro de Roro, parce que moi, j'avais paumé, tu vois, je l'ai eu à un moment, je ne l'avais pas. Je dis, j'aimerais bien quand même qu'il me dise. Et donc, Pierre cherche son numéro, il me le donne quelques temps après, et je crois que c'est un numéro de fixe. Et j'essaye d'appeler. J'appelle genre 40 fois, personne qui décroche. Ça dure des jours et des jours et des jours, mais il n'y a personne qui décroche, tu vois, numéro de fixe. Voilà, bon. Et puis, il y a un moment, c'est 3 semaines, 4 semaines après, tu vois, il y a quelqu'un qui décroche. Et je dis, Roro? Il dit oui. Bon, c'était lui. Je dis, tu te souviens de moi? Je suis Marc et tout ça. Oui, oui, je me souviens de toi. Je veux la conversation exactement comme ça s'est passé. Et je dis, mais comment tu sais? Pour les vaisseaux derrière la Lune. Comme ça, exactement cette terme-là. Il me dit, comme toi. Et il raccroche. Je te jure, ça s'est passé exactement comme ça. Il me dit donc, comme toi, ça veut dire, je sais de la même façon que toi. J'ai l'enfoiré. Et c'est vrai qu'il avait raconté que ses hôtes lui avaient expliqué qu'il y avait 2 choses importantes à faire, apprendre un certain type de yoga et apprendre le voyageur du corps. Mais il s'en vantait pas, mais il était devenu voyageur. Et c'est à ce moment-là que je l'ai compris. Et il me le lâche comme ça en 2 mots. Ce que je sais, ce que tu as vu toi-même, je l'ai vu aussi de la même façon que toi, par le voyageur du corps. Voilà, c'est une anecdote. Si Pierre était là, il te confirmerait ce que je le raconte. Voilà, c'est l'anecdote. Tu vois. Et ce qui dit aussi qu'on vit une réalité objective. C'est-à-dire, les vaisseaux que j'ai vus, ils étaient bien là parce qu'un autre voyageur les a vus aussi. Et c'est pas à tous les coups, on voit des gros vaisseaux derrière lui. C'est pas vrai. Voilà. Ça, c'est du vécu. Et j'en ai plein de comme ça à te raconter. Génial. Si ça t'intéresse. C'est fascinant. Ouais. J'aimerais revenir aussi sur cette histoire de la réincarnation, parce que justement, tu te souviens de beaucoup de réincarnations différentes, tu disais dans les moindres détails. Oui. Alors, je m'en souviens, pas beaucoup, mais 20, 22, 23, je compte. Oui, c'est pas mal quand même. Mais non, c'est pas beaucoup par rapport au nombre de... Mais ça me suffit, ça va. C'est parce qu'il faut... Est-ce qu'on en vit bien plus? Ah oui, bien sûr. Mais c'est une charge quand même, si tu veux, à gérer. C'est une vraie charge, c'est une vraie complexité. Alors, c'est tolérable dans une certaine mesure, à condition que ça t'arrive pas par paquet de sang, quoi. Le corps biologique a des limites. Moi, je raconte dans le premier livre l'intégration de la vie grecque. Elle n'est pas finie, l'intégration. Hein. Voilà. Je racontais encore hier soir à Anne, mon épouse. Non, c'est avant-hier soir. Quelque chose me rappelait. Bon, j'étais un peu fatigué. J'avais fait, je sais pas quoi, du sport, machin, truc. Et puis, je commence à lui raconter un état équivalent que j'avais eu en Grèce, tu vois. Quand on faisait nos longues marches, on courait doucement, en fait, avec les entraînements à la guerre. Et en fait, ce que je lui explique, c'est que moi, j'étais gaucher à l'époque, et que quand je m'allongeais pour dormir, je m'entraînais. Bon, on mettait le manteau derrière ou devant, ou on s'enveloppait sur le truc. Et donc, je me mettais sur le dos et je prenais mon bouclier. Et pour une fois, je le prenais de la main gauche. Tu vois, et je prenais l'habitude pour me protéger. Si on nous avait attaqué durant la nuit, je me protégeais comme ça. Et là, je raconte ça. Je dis, merde, tout ça pour rien, pour m'être fait assassiner dans les souterrains par notre propre garnison. Quoi, tu vois. Et tu vois, ça, je donne un exemple, c'est récent, c'est d'il y a 2 jours. On s'entraînait, puis alors on s'entraînait bien, hein, c'était pas de la rigolade. Et j'ai revécu la frustration. Enfin, on a mené des batailles quand même, si tu veux, tu vois, mais on s'est fait quand même. Enfin, moi et mes copains, on s'est fait assassiner dans les souterrains de ce qu'on appelle la Crocorinthe maintenant. Et en fait, j'étais très jeune, hein, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup la guerre, mais la frustration, tu vois. Donc tu dois gérer ça, tu vois, c'est un exemple. Tu dois gérer ça aussi. Ça t'arrive dans le corps physique et il ne savait pas de différence avec ta vie biologique actuelle. C'est pareil. C'est comme si c'était le même... C'est un flux continu, c'est la même chose. Ouais. Donc quand tu commences à évoquer, parce que moi j'ai vécu l'existence d'enfants esclaves dans ce qui doit être la Turquie actuelle, esclaves sexuels, hein, ok. Donc, quand je commence à rentrer dans les détails, je ne peux plus parler. Vous pouvez imaginer pourquoi. Voilà, c'est difficile. Donc, il faut gérer ça. Et moi, je trouve qu'une 20-25 vies, ça suffit comme ça. Et tu penses, pour les personnes qui ne se souviennent pas de ces vies antérieures, on porte malgré tout je pense de nos vies passées? Oui, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que ça se montre d'une manière ou d'une autre et que la mémoire est quand même là. Ouais.
Pour moi, c'est une évidence. Il y a un intérêt pour ces thérapies d'hypnose régressive, d'aller visiter certaines vies antérieures pour mieux comprendre certaines douleurs d'aujourd'hui? J'en sais rien, peut-être, dans certains cas. Alors, c'est comme ça qu'est née les thérapies régressives aussi. Tu sais, il y a toute une histoire de ça. J'en ai parlé lors d'une conférence avec Shradalou sur les vies antérieures. Et il y a eu un bouquin qui s'appelait La rencontre de Bridie Murphy. Je ne sais pas si tu connais ce bouquin. Il y a eu un film même qui a été fait par les Américains là-dessus. Où, alors, je pense qu'ils ont redécouvert quelque chose qui existait, mais dans des états qu'on appelle l'hypnose. C'est pas parce que c'est un terme qui dit sommeil, machin, que c'est du sommeil. On utilise beaucoup de termes sur la Terre. Une fois qu'on a mis un terme sur un phénomène, on pense avoir compris. Moi, je pense que c'est pas le cas. Donc, bon, dans un état particulier qu'on appelle l'hypnose maintenant, il y a une femme qui a rapporté avoir une autre personnalité à une autre époque. Donc ils en ont fait un film et ils ont réussi même à faire une enquête et à retrouver les traces de cette personne. Oui. Il y a eu bien d'autres cas en fait. Oui, en Inde aussi avec un enfant, je crois. Oui, il y a eu Stevenson qui a étudié tout un tas de cas. Il y a eu un excellent bouquin que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelait Mes enfants d'une autre vie, où une dame anglaise a retrouvé une partie de sa famille dont elle avait été la maman, des gens très âgés qu'elle avait eu quelques dizaines d'années auparavant. Elle a retrouvé ses enfants, évidemment, ils étaient plus vieux qu'elle. Donc il y a aussi le cas de quelqu'un qui se souvenait d'avoir été soldat dans une ville où on était en train de faire des fouilles et l'explorateur, comment on appelle ça, l'archéologue a eu vent de ce mec-là qui donnait des détails sur la ville. Il l'a fait venir sur le site des fouilles parce qu'il cherchait les tours, etc. Et le gars a trouvé les tours tout de suite. Il a dit, ils sont là, vous creusez là, vous les trouvez là. Tu vois. Donc, pourquoi je te parlais de ça? On parlait de quoi? Quand tu te souviens de tous les détails. Et c'est une charge. Oui, justement, l'impact que ça peut avoir, même sans s'en souvenir, sur nos vies présentes. Oui, c'est évident que c'est apparent. Ouais. Ça se manifeste, mais c'est des scénarios de vie dans lesquels les gens ont choisi de ne pas se souvenir. Et c'est tout à fait légitime. Hein. Donc, l'utilité des régressions, c'était la question que tu me posais, ça me revient. Oui, peut-être que les gens le fassent si ça leur chante. Moi, je pense qu'il y a une partie, parce que j'en ai discuté avec une de mes amies qui s'intéressait vraiment à la chose. Moi, j'ai jamais fait ça. Tout est remonté spontanément chez moi. Et pas la nuit. Hein. Souvent, c'était la journée. Hein. Voilà. Comme ça, d'un coup, ça vient. Ça vient comme ça. Et ça vient tout le temps. Ah. C'est-à-dire, tout ça se mélange. Donc, tu as des souvenirs d'autres vies tout d'un coup qui peuvent venir dans ta journée. Tous les jours. C'est comme si tu vivais plusieurs vies en parallèle. Mais tu ne fais pas la différence. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, tu te promènes ici, à Lausanne, et puis qu'en même temps, tu regardes la rue, tu regardes les gens, puis en même temps, tu te souviens, mon existence, moi, en France, quand j'avais 7 ans. Tu vois, ça me fait penser à ça. Je vois un bâtiment, tiens, ça. Et puis, tout ça, ça se mélange. Ça forme cette conscience du moment. Moi, j'ai visité les enfers quand j'étais ado. Alors, ça m'a bien étonné, personne, je répète, moi, il n'y avait aucun bouquin qui ait dégré tout ça. Je pense que ce qu'il y a de pire, c'est de croire en rien, c'est-à-dire de croire qu'il n'y a rien. Parce qu'on voit des types, des individus, hommes ou femmes, qui vont, parce qu'ils ne croient en rien, vont fabriquer ce rien. Oui, donc il y a des démons, mais il y a aussi des anges. Ouais. Ah oui, je ne croyais pas du tout que ça, je croyais que c'était une blague. Vraiment, sincèrement. Jusqu'à ce que je m'en tape un.